Comment ça va? Comment allez-vous? Allons-y donc pour la transmission, merci beaucoup de nous accompagner. Nous sommes déjà prêts à discuter de ce qui se passe. Dans cette guerre interne que Donald Trump mène aux États-Unis contre ses propres proches, ceux qui l'ont mené au pouvoir, il a maintenant une guerre interne. Il y a une alerte rouge pour une tempête solaire. Aussi, différents points sur ce qui se passe dans le monde. Merci de nous accompagner, mettez un like, partagez. En attendant, passons à l'information. Voici l'une des mises à jour du jour, en direct comme toujours. Merci d'être attentif, merci d'être ici. Un grand salut à toute la communauté. Nous commençons avec cette image qui, montre ces attaques qui ont été menées par la FDI, les forces de défense israéliennes, selon les rapports, auraient été menées contre le groupe radical Hezbollah. Des roquettes ont été lancées depuis ce complexe, un complexe scolaire dans la région de Tir-Simn, c'est-à-dire dans le sud du Liban, où ils ont caché un lanceur à l'intérieur, selon ce que montrent les images prises par drone. Avec ses filtres infrarouges, le Hezbollah avait démontré, selon ce que dit la FDI, qu'il utilise constamment des infrastructures civiles. Cela aussi, concerne le droit international. L'endroit a été attaqué par la FDI pour éliminer les menaces qu'il représentait pour les Israéliens. C'est ce que dit, ou l'interprétation que donne la FDI face au droit international, un sujet qui attire aussi l'attention. Bon, passons aux détails de ce qui se passe dans le monde. Pour commencer, cette image qui attire aussi l'attention des avions de chasse F-16 polonais et des Rafales français d'ailleurs. Un avion de reconnaissance russe IL-20, cela au-dessus de la mer Baltique. Après qu'il ait volé avec son transpondeur éteint, les avions de l'OTAN ont décollé pour des opérations d'identification et d'escorte afin de le faire sortir de la zone. Il ne devait pas être proche, disons, ou à l'intérieur du territoire même de l'OTAN, un sujet qui, continue de s'aggraver, qui reste donc un problème. Passons aux détails. Comment allez-vous? Comment ça va? C'est un plaisir de vous saluer. Il y a une guerre interne qui se déroule en ce moment de la part de Donald Trump, contre des personnalités comme Tucker Carlson, Maggie Kelly, Candace Owens et Alex Jones. Ce personnage, ce commentateur complotiste, qui a lancé toute une série de critiques contre Trump. Tous ces gens-là, tous ceux qui avaient été proches, ils ont critiqué ce qui ne leur plaisait pas, non? La guerre, ça ne nous a pas plu. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas tenu ta promesse sur ce sujet, je ne sais pas quoi. Non. Il est furieux. Il est vraiment en colère, d'ailleurs. Un message qu'il a donné curieusement à ceux qui suivent dans la chaîne. Savez-vous à quoi cela fait référence? Regardez, voyez ce qui a été publié il y a 3 heures. Moi, ça, justement, je l'ai commenté dans une analyse qu'on a faite il y a 12-13 heures. C'est-à-dire, c'était le direct d'hier soir. Regardez ce que dit Donald Trump il y a 3 heures. Il dit « la réinitialisation mondiale la plus puissante ». Président Donald Trump. Comme ça, simplement, une puissante réinitialisation mondiale, non? Une réinitialisation mondiale puissante, quelque chose comme ça, non? Impressionnant? Ou il regarde les émissions de Pépé en direct, non? Ou, nos analyses, ont cette précision, n'est-ce pas? Si vous suiviez l'émission du soir, justement, nous parlions de cela, parmi l'une des théories que nous avons sur ce qui se passe, sur le sujet du détroit d'Ormuz, sur comment cette situation, à qui cela affecte-t-il vraiment? À qui tout ce problème de blocus concernant le pétrole est-il en train de nuire? Tout d'abord, cela affecte la Chine et cela affecte l'Asie. En second lieu, l'Europe, mais aussi dans ce que l'on pourrait appeler ce séisme financier et énergétique. Ici, il y a une figure et un secteur qui pourraient en sortir gagnants. Attention, si cela ne devient pas incontrôlable, ce serait la vente de pétrole, la vente de produits énergétiques. Cependant, cette réinitialisation pourrait aussi profiter à de nombreux autres pays. L'Iran lui-même pourrait aussi être un pays gagnant, si cela continue ainsi. Aujourd'hui même, la France a réagi en disant « Hé, comment ça tu fais payer? Ce n'est pas possible !» Il est inacceptable de faire payer des millions juste pour traverser les eaux internationales.
Mais ce qui a attiré mon attention et qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il ait parlé du sujet du reset mondial de façon aussi, disons, effrontée. J'ai dû évidemment aller sur son compte officiel de Réal Donald Trump sur Truth Social pour voir si c'était vrai. Je me suis dit, comment est-ce possible? C'est la première chose qu'il m'a dite ce matin. Tu as vu que Trump, on dirait qu'il regarde Pépé en direct. Eh bien, je n'arrivais pas à y croire. Sincèrement, ça m'a vraiment surpris qu'il fasse ce commentaire, parce que c'est un sujet qui, évidemment, a suscité ou suscite encore des réactions. Parmi eux, Marjorie Taylor Greene, qui était l'une des plus grandes partisanes de Trump jusqu'à il y a quelques mois, où tout a changé. Selon le compte officiel de Marjorie, voilà le compte officiel. Eh bien, elle dit, en gros, que le président est devenu fou, comme ça, direct. Le président est devenu fou, c'est ce que dit Taylor Greene elle-même. Elle dit ce qui suit. Alors qu'il mène une guerre contre l'Iran, en piétinant les promesses de campagne. J'ai combattu aux côtés de Tucker Carlson, Maggie Kelly, Candace Owens et Alex Jones pour aider Trump à être élu, dit Marjorie elle-même. Maintenant, elle se lance dans un discours incohérent, décousu, nous attaquant tous dans une seule publication. Nous n'avons jamais changé. Trump, lui, a changé. L'Amérique d'abord, il dit America First. Ce n'est pas le message que donne Taylor Greene. Et bon, eh bien, parmi les voix, parmi ce que reproche Donald Trump. En fait, il a publié un message explosif où il s'en prend à Tucker, Carlson et à tous les personnages que j'ai déjà mentionnés. En les accusant d'avoir critiqué, de l'avoir critiqué et de chercher à se mettre en avant avec des positions contraires à sa ligne politique. Oui, c'est la publication que Donald Trump fait à ce sujet. Donald Trump qualifie directement ces personnes de stupides. Il leur dit même qu'elles ont peu de capacité intellectuelle, un faible quotient intellectuel. Et aussi peu de crédibilité publique. C'est ça, la crédibilité. Oui, la vérité, c'est que ces personnages ont peu de crédibilité, sincèrement. Tout comme lui. Il souligne qu'il a été expulsé des médias traditionnels. Et je ne le dis pas dans le but de le critiquer, parce que je pense que ses propres actions parlent d'elles-mêmes. Quand il a dit « Bon, je ne vais pas faire ça », et le lendemain il le fait, et je ne vais pas faire ça, et le lendemain il le fait. Et puis il dit « Je vais m'en prendre au régime iranien », et ensuite il ne le fait pas. Bon. C'est une constante de contradiction. C'est son style, et ça a toujours été son style. Je ne sais pas vraiment ce qui surprend ces personnages. C'est-à-dire si on l'a vu pendant le premier mandat, si on l'a vu au cours de sa carrière comme présentateur, communicateur et aussi avec. Eh bien, à toutes les étapes de sa vie d'homme d'affaires, ces hauts et ces bas qu'il a eus ont toujours été une constante. Un personnage qui a su s'imposer et se maintenir. Dans les médias, il a su communiquer ces choses que beaucoup de gens veulent entendre, ce qui est aussi important et a donc fait partie de son style et de sa rhétorique. Là même, Donald Trump qualifie ces personnes non seulement de stupides, mais aussi de groupes de troisième catégorie. Il renforce son récit de leader en assurant qu'il a remporté les élections avec une victoire écrasante et que MAGA est de son côté, selon ses propres dires. Même d'autres médias qui ont, confronté ces commentaires comme celui de Tucker. Carlson rappelle les polémiques de Megyn Kelly, défend la première dame de France face aux commentaires de Candace Owens, élevant le ton de l'affrontement. Et il frappe aussi durement Alex Jones, rappelant sa faillite et l'affaire de Sandy Hook, utilisant cela pour le discréditer moralement. Il accuse les médias traditionnels de soutenir ses commentateurs, formant selon lui une alliance contre lui. Il affirme que ses critiques essaient de s'accrocher au mouvement MAGA sans vraiment le représenter. Eh bien, c'est une guerre interne, c'est un conflit interne où les groupes Ce n'est pas une question de droite, c'est un sujet qui, en plus d'être d'extrême droite, concerne des groupes encore plus radicaux, mais qui sont en conflit. Et c'est un sujet très très important parce qu'au final, il y a les élections aussi. Il est coincé. Donald Trump est coincé dans une situation dont il est difficile de sortir positivement, dans le sens où il n'y a pas d'issue possible. S'il s'en sort, toute sa stratégie sera durement critiquée parce qu'il y a eu des pertes humaines, des milliers. D'ailleurs, il y a eu des pertes économiques de plusieurs milliards de dollars pour absolument rien.
s'il s'en va et s'il reste. Il devrait clairement envoyer des troupes sur le territoire, ce qui entraînerait encore plus de pertes. Donc ici la question essaie plutôt de savoir quelle est la solution la moins mauvaise. Aucune solution n'est bonne, mais laquelle est la moins mauvaise? Ou celle qui cause le moins de dégâts, c'est l'unique issue possible. Ou l'escalader au maximum et essayer de voir si son coup fonctionne, parce que ça pourrait marcher pour lui. Mais qui, de toute évidence, je veux dire, ce serait quelque chose d'extraordinairement rare. Tous les conseillers militaires disent qu'il n'y a pas d'issue dans cette affaire. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est qu'il se passe des choses assez étranges à l'intérieur de l'Iran. Parmi eux, une autre perte pour les Iraniens est annoncée, dans laquelle cet individu que nous voyons, Kamal Karasi, est ministre des Affaires étrangères iranien et conseiller de l'ancien guide suprême Ali Khamenei. Il aurait également perdu la vie. Cela serait apparemment dû aux conséquences des blessures subies lors du bombardement attribué aux États-Unis le 1er avril. Il n'est pas très clair si c'était les États-Unis ou Israël, mais le fait est que, à cause d'un bombardement, cet individu de 81 ans a été grièvement blessé et vient de perdre la vie. Il aurait joué un rôle très important dans le domaine des relations extérieures. Il a été ministre des Affaires étrangères entre 1997 et 2005 pendant le gouvernement du président réformiste Mohammad Khatami. Ces dernières années, il a occupé un poste de conseiller stratégique en chef pour les relations internationales, proche d'Ali Khamenei à cet égard. Un autre sujet qui attire également l'attention est ce qui se passe à Islamabad. Tout cela devient intéressant parce qu'ils vont s'affronter. Passons à la carte. Parce que c'est le moment du Pakistan et de montrer le Pakistan, car il se peut qu'il ait plus d'importance dans la région qu'on ne le pense. Peut-être que là, nous voyons le Pakistan, un pays doté d'armes nucléaires, le seul pays musulman avec des armes nucléaires. D'ailleurs, une démocratie, certes, mais aussi avec ses problèmes, sa corruption et tout ce que tu veux. Mais une démocratie qui n'a pas de bonnes relations avec les États-Unis, mais en a qu'avec la Chine. Même avec de nombreux pays européens. Donc, le Pakistan exerce en ce moment ce pouvoir que lui confèrent tous les investissements qu'il a réalisés dans l'armement depuis de nombreuses années, à cause du conflit qu'il a avec l'Inde, à cause des problèmes qu'il a avec l'Inde. Mais aussi de nombreuses crises internes et de graves problèmes politico-économiques. C'est sûr que Reporter et la Babada vivent une situation. C'est inhabituel. Les rues sont vides en ce moment. L'armée est déployée et le confinement est total dans les zones clés parce qu'ils ont essentiellement fermé le pays et les villes et ils ont dit « ici, personne ne bouge ». Pourquoi? Parce qu'il y a une réunion clé. Les États-Unis arrivent. J.D. Vance est là, il est finalement venu. Ils ont refusé pour des raisons de sécurité, craignant un risque pour sa vie. Ils l'ont envoyé quand même. J.D. Vance est au Pakistan aussi. Les forces, ou plutôt les dirigeants iraniens responsables des relations extérieures, sont déjà là. Donc personne ne doit bouger. Parce qu'il y a évidemment un risque que cela puisse s'aggraver si quelque chose se passe. Donc c'est la sécurité maximale. Tout est, disons, bloqué, on va dire, non? Même les rues, j'insiste, sont vides. Ils rapportent sûrement le conflit qui a commencé il y a quelque temps. C'est depuis le 1er février, le 29 février, non? Ils assurent que cela fait que la crise énergétique touche aussi le Pakistan. Et c'est là que le Pakistan entre en jeu, mais aussi parce que le Pakistan a beaucoup de relations avec les Chinois. Donc c'est par l'intermédiaire de la Chine qu'on a poussé le Pakistan à mener les négociations. Ils diront sûrement que les délégations sont déjà en route depuis les États-Unis. Elles sont déjà là, non? Elles sont en route, mais elles sont sur le point d'arriver. S'ils sont arrivés, des personnalités de haut niveau comme le vice-président et des envoyés spéciaux des États-Unis et d'Iran participeront. Le ministre des Affaires étrangères ainsi que des dirigeants politiques et militaires seront présents. Des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite et le Qatar seront également présents, ce qui élève le niveau géopolitique de ces discussions. Et l'ambassade a préparé plusieurs sites possibles pour les réunions. Il n'y en a pas qu'un. Plusieurs sont prêts, au cas où,
pour avoir toutes les options prêtes. S'il y a une faille de sécurité ou quoi que ce soit, l'hôtel Serena sera l'épicentre potentiel de la rencontre, qui a été entièrement évacué et entouré d'un périmètre de sécurité de plusieurs kilomètres. Il n'y a pas encore de calendrier défini. Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a rien. Rien n'est communiqué. J'imagine aussi que c'est pour des raisons de sécurité. C'est le moment clé pour le Pakistan, le moment de montrer de quoi il est fait. Et honnêtement, jusqu'à présent, l'organisation, elle semble impressionnante, mais il faut se rappeler qu'à l'intérieur du Pakistan, il y a aussi des groupes puissants, des groupes radicaux, donc ils devront être extrêmement prudents sur ce point et nous verrons comment cela se passe. Espérons que tout se passe bien, nous en reparlerons plus tard. Passons à un autre sujet. En attendant, sur d'autres sujets, Israël lui-même lance un avertissement à l'OMS. Selon les rapports, selon le même rapport du gouvernement israélien, il pourrait agir contre les ambulances si celles-ci se trouvent dans des zones liées aux évacuations au Liban. C'est-à-dire si tout à coup, Israël ordonne une évacuation avec des ambulances présentes sur place. Ils peuvent gérer une urgence ou des blessés, mais ils seront quand même pris pour cible. C'est évident. Écoutez, je comprends que parfois un groupe radical, parce qu'on l'a su, on l'a vu, puisse même utiliser une ambulance pour s'échapper, etc. La situation est regrettable, mais on ne peut pas attaquer toutes les ambulances juste pour ça. Cela continue de violer les règles fondamentales d'un conflit. Si tu voyais une croix rouge, on ne tirait pas. C'est aussi simple. Selon les rapports sur ce conflit au Moyen-Orient, un tournant critique survient après la découverte des preuves. Il a été rapporté qu'il y a aussi des attaques contre des ambulances. L'avertissement adressé à l'OMS concernant les décisions d'Israël qui pourraient violer les normes internationales. Israël a déclaré qu'il pourrait cibler des ambulances dans certaines zones. Du Liban où des évacuations ont été ordonnées, non pas par les autorités libanaises, mais par les Israéliens. Cela évidemment attire l'attention et regardez. C'est dans ces zones que les attaques ont lieu. L'avertissement a été dénoncé par le représentant de l'OMS à Beyrouth, qui a rappelé que le personnel de santé est protégé par le droit international humanitaire. La situation est particulièrement grave à Beyrouth, une ville densément peuplée qui fait déjà face à des déplacements massifs de population à cause des bombardements. En près de 5 semaines d'attaques, 50 travailleurs de la santé ont déjà perdu la vie. Au moins 150 ont également été blessés. Beaucoup exerçaient des fonctions médicales au moment des explosions, lorsqu'ils ont perdu la vie ou ont été blessés. Donc c'est un sujet, j'insiste, qui ne devrait pas donner lieu à une situation grave. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est ce qui se passe avec ces élections en Hongrie. Ce sont des élections importantes. Viktor Orban, un personnage très lié à Vladimir Poutine, au Kremlin pourrait perdre cette fois-ci. Selon ce qui est rapporté, selon les mêmes sondages, selon ce qu'on a pu observer ces derniers jours, ces dernières semaines, l'opposition a connu une croissance impressionnante en Hongrie. C'est certain qu'il le rapporte. La tension est à son comble. Le Premier ministre, Viktor Orban, a lancé une grave accusation en affirmant que ses rivaux conspirent avec des services de renseignement étrangers pour déstabiliser les élections. C'est ce que dit le président de la Hongrie. D'après ce qui est rapporté dans le contexte de cette situation, Orban n'est pas en tête des sondages. Ce qui marquerait un moment critique pour sa carrière politique. Son principal rival est Péter Magyar, candidat conservateur pro-européen du parti Tisza ou TISA, qui pourrait mettre fin à plus d'une décennie de domination d'Orban et de son parti. Et il y a des accusations constantes portées contre Orban lui-même et son parti, les accusant d'entretenir d'énormes liens avec la Russie. Orban lui-même, il essaie déjà de dire non, ça va être une fraude, je ne sais pas quoi. En gros, il commence déjà à préparer le terrain. Il cherche à discréditer les élections pour pouvoir faire ses propres manœuvres, un sujet qui, évidemment, inquiète au vu de tout ce qui se passe. En même temps, Vladimir Zelensky lui-même lance le message suivant. La priorité numéro 1, c'est la guerre. Je ne voulais donc pas que nous les aidions à gagner de l'argent.
Si nous arrivons à une situation où l'argent est bloqué par la Hongrie et qu'ils argumentent que c'est à cause de l'oléoduc Druzhba, n'est-ce pas? Merci. Je pense que ce n'est pas la vraie raison, demain ou après-demain il y en aura une autre. Ils sont comme ça. Mais, néanmoins, il est important de préciser qu'ils ont dit que l'argent est bloqué à cause de l'oléoduc de pétrole. Alors l'UE dit, regardez, c'est le dialogue en ce moment. Vous le réparez, ils le débloqueront. Nous le réparons, ils doivent le débloquer. Bien que je pense que ces conditions sont fondamentalement erronées. Eh bien, ce qu'il dit, c'est ce qu'a fait Viktor Orban. Il est perçu comme un allié de Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce que Viktor Orban bloque l'aide que l'Europe envoie à l'Ukraine. C'est lui qui les bloque. Ils ont le droit de bloquer, alors ils les bloquent. Et ce n'est pas seulement la Hongrie elle-même, mais aussi la Slovaquie elle-même, qui les bloque aussi. Les envois d'argent. Alors la Hongrie dit « Pourquoi ?» Eh bien parce qu'il y a un oléoduc qui arrive en Hongrie et qui passe par l'Ukraine. L'Ukraine est ici, au nord. Donc l'oléoduc vient de Russie, passe par l'Ukraine et arrive en Hongrie. Quand le contrat a pris fin, la Hongrie a dit « Vous savez quoi ? Je ne vais pas le renouveler parce que le pétrole russe ne passera plus par ici. L'argent du pétrole vendu à la Hongrie est utilisé pour la guerre. Donc le contrat a pris fin, ils l'ont respecté à 100%, mais le contrat n'a pas été renouvelé. Et la Hongrie s'est beaucoup fâchée. Donc maintenant, elle bloque toute la question des aides. Elle dit que c'est à cause du pipeline. Mais bon, on sait que c'est autre chose. Maintenant, une autre affaire qui attire aussi l'attention dans ces tiraillements. C'est ce qui se passe avec l'annulation des vols de vacances dans différentes parties du monde. Pour vous donner un exemple, ce qui se passe au Royaume-Uni a été extrêmement préoccupant. Parce que cette hausse des prix à cause du pétrole provoque des annulations de vols en permanence. L'Europe traverse une crise aérienne inédite à cause d'une future pénurie de carburant pour avions, dans lesquels non seulement il y aura le problème des prix, mais il y aura aussi peu de carburant. Le problème résulte du conflit en cours dans le détroit d'Ormuz, dans laquelle l'Iran a bloqué de fait le détroit. Ce blocage fait qu'il n'y a pas assez de carburant pour l'aviation. Les autorités aéroportuaires avertissent qu'il pourrait y avoir une pénurie pour le Royaume-Uni dans seulement 3 semaines. Dans les 3 semaines à venir, ils devraient trop limiter les vols. C'est énorme. Les prix ont déjà grimpé, mais désormais, même avec de l'argent, ce n'est plus possible. En gros, il n'y aurait tout simplement pas d'essence. Point final. Ils devraient arrêter. L'essence serait réservée uniquement aux déplacements officiels ou aussi aux déplacements pour des urgences sanitaires. C'est aussi un sujet qui pose beaucoup de problèmes aux Européens. L'Europe dépend pratiquement à 60% du pétrole qui vient du Golfe. Ce pétrole raffiné qui arrive du Golfe constitue la majorité de ce qu'ils reçoivent. L'Asie en dépend à hauteur de 80 à 90%, et l'Europe à hauteur de 60%. C'est comme se retrouver sans la majeure partie de leur carburant. C'est évidemment un sujet, sans parler du gaz qui est lui aussi important. Alors attention sur ce point, cela va se produire. Eh bien, il y a déjà une pénurie de pétrole. Si vous aviez un voyage prévu pour l'Europe, si vous en aviez un, eh bien, dans un mois ou 2, il faudra être très attentif à l'évolution des informations, car il se peut que cela soit annulé. C'est aussi une question importante. Passons donc à d'autres sujets intéressants selon ce qui a été rapporté. Voilà. Cela provient de cette image. Voyons si je peux la voir par ici. C'est un pick-up. C'est l'une des images révélées lors de ces manifestations en Iran. Vous vous souvenez? Ils envoyaient les Basiji. Et ils tiraient sur la population. Et là, ils avancent. C'est-à-dire, ces camionnettes avancent. Ce sont 3 camionnettes armées et elles tirent en direction de la population. Eh bien, c'est quelque chose qu'on a vu de très nombreuses fois, de très nombreuses images, où l'on voit littéralement comment ils attaquent, comment ils tirent.
Une affaire qui, attire l'attention et qui continue évidemment de susciter des critiques. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est que le porte-parole du Comité de sécurité nationale du Parlement iranien, cet individu que nous voyons là, il a donné le message suivant. Il s'appelle Abraham Razei. Il dit qu'il vaudrait mieux que nos diplomates n'aillent pas au Pakistan. Mais s'ils le font, ils devraient emporter avec eux un missile Khaybar-Shakan pour que l'ennemi comprenne que s'il ne se soumet pas aux diplomates iraniens, il sera forcé de se soumettre aux missiles iraniens. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est que les États-Unis, les diplomates américains, doivent se soumettre à ce que dictent les diplomates iraniens. C'est le message que l'Iran transmet. Évidemment, ils ne vont pas négocier. Ils vont exiger ce qu'ils veulent, d'après ce qu'il dit. Évidemment, ça, c'est ça. Ça chauffe concernant le ton sur lequel on avance sur ce sujet, et bon, voilà. Passons à d'autres sujets. Je suis sûr qu'ils vont faire un rapport. Dernièrement, de nombreuses personnes ont été licenciées, et on savait aussi que Tulsi Gabbard, directrice du renseignement, allait l'être également. Ils ont renvoyé Pam Bondi, ils ont renvoyé Kristi Noem, ils ont renvoyé plusieurs des militaires les plus importants du Pentagone. Ils ont fait toute une purge. Là-dedans, à la Maison-Blanche elle-même et au Pentagone lui-même. Mais parmi les personnes qu'ils envisageaient aussi de renvoyer, il y avait Kash Patel du FBI et aussi Tulsi Gabbard, dont je vous parle. D'après ce qui est rapporté, il y a eu un mouvement de la part de Roger Stone, un communicateur proche de Donald Trump, qui aurait influencé pour qu'elle ne soit pas renvoyée. Allons dans le détail de ce que l'on sait sur ce mouvement. Des sources proches révèlent que Donald Trump a failli destituer la chef du renseignement. Il allait la mettre dehors. Le déclencheur a été sa position lors d'un récent témoignage au Congrès sur les menaces mondiales, en particulier sur l'Iran, car, en tant que directrice du renseignement, elle l'a reconnu. Elle a reconnu que le régime iranien n'est pas près de s'effondrer, que sa structure, selon elle, s'est affaiblie mais reste intacte, dit-elle. C'est ce que dit également Gabbard. Et cela n'a pas plu à Trump. Gabbard n'a pas fermement soutenu la position agressive contre l'Iran, ce qui a aussi déplu à Trump. Selon plusieurs conseillers, le président a interprété cela comme un manque d'alignement avec sa stratégie et cela lui a causé une frustration. Il était très contrarié, mais c'est là qu'est intervenu Roger Stone, qui soit dit en passant, Roger Stone. C'est lui qui a implanté l'idée à Trump de devenir président. Il est en quelque sorte le coupable ultime du fait que Trump soit devenu président. C'est lui qui l'a poussé, celui qui y a cru, et celui qui a vu depuis les années 80 que Trump pouvait devenir président. Ce Roger Stone est un personnage hautement controversé, polarisant, très dans le style de Trump. Il y a un excellent documentaire, je vous le recommande. Il est sur Netflix, c'est-on connaître Roger Stone ou quelque chose comme ça. Tapez simplement Roger, c'est Roger Stone. Vous allez voir, c'est intéressant car vous comprenez comment le phénomène Trump s'est né. Eh bien, d'après ce qui est rapporté, Roger Stone est apparu comme l'un des alliés les plus anciens et influents de Trump. Stone est intervenu directement et, selon les sources, il a réprimandé le président pour qu'il réfléchisse à cette décision. Son argument principal était que renvoyer Gabbard dans ce contexte enverrait un signal de faiblesse et de division interne. Cela pourrait aussi créer des turbulences politiques à un moment délicat pour la politique étrangère. La relation entre Trump et Gabbard. Elle est désormais clairement tendue, ce qui pourrait affecter les futures décisions stratégiques. Cela souligne aussi le poids de figures historiques comme Stone, qui semble avoir disparu. Stone n'apparaît presque plus jamais, mais il s'avère qu'il a encore une certaine influence sur Donald Trump. Le maintien de Gabbard pourrait être temporaire si les différends continuent de s'aggraver dans les prochaines semaines, parce que Trump n'oublie pas ce genre de choses, et tôt ou tard il s'en prendra à cette tendance. En attendant, il est intéressant de voir Roger Stone apparaître en ce moment, alors que tout le monde l'avait tout simplement oublié dans ce contexte. Passons à d'autres sujets importants. Sur d'autres sujets, il y a aussi cette image qui montre le mouvement des navires traversant le détroit d'Ormuz.
D'après les rapports, depuis que le détroit d'Ormuz aurait soi-disant été rouvert, seulement 10 navires sont passés. Autrement dit, il est pratiquement fermé. Personne ne passe. Selon Donald Trump, un cessez-le-feu a été annoncé. Ça devait durer 2 semaines, mais il fallait leur ouvrir le détroit, ce qui, en réalité, n'a pas été fait. Et les rares navires qui sont passés ont dû payer. Les navires sont toujours là, coincés dans un énorme embouteillage, à l'arrêt, attendant de pouvoir passer. Bon, passons à d'autres sujets dans un instant. Nous revenons avec une autre mise à jour en direct. Merci de commenter, de faire des super chats pour les adhésions ou simplement d'être ici avec nous tous les jours. Nous faisons des mises à jour plusieurs fois par jour. En direct. Si tu nous regardes en différé, mets un like. Je t'envoie un gros câlin. Prends soin de toi. À bientôt.